Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis et on va parler de Chelsea, on va parler du bilan de la saison de Chelsea, la saison 25-26 est enfin terminée. Il est l'heure pour nous de revenir sur tous les points de cette saison et savoir si, comme vous l'avez vu au titre, à quel point simplement le club a été catastrophique cette année. Est-ce que c'est la pire saison de Chelsea sur l'ère récente? On va voir ça, mais en tout cas, avant toute chose, n'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker, à partager. Football Garden est de retour. Il faut que vous montriez à tous vos potes autour de vous que, on est vraiment arrivé. Voilà, on est vraiment de retour. Et là, on a le bilan, on a les Mercato Parfaits qui sortiront dans le mois de juin. On a la Coupe du Monde qui arrive, on aura peut-être du contenu sur la Coupe du Monde. On aura du contenu Mercato, etc., etc. Je vous invite vraiment à vous abonner, même si vous n'êtes pas fan de Chelsea. Abonnez-vous la famille, c'est très important et nous on passe directement à la vidéo. Du coup on va commencer ce bilan assez tranquillement avec un retour sur les résultats de cette saison. En fait à quel point la saison a été positive ou négative, parce qu'il n'y a pas eu que du négatif cette saison, on va pas se mentir. Ce qui est très négatif, on va y revenir juste après, c'est évidemment le classement en championnat, mais par contre sur les autres compétitions, je considère que Chelsea a été au niveau. Évidemment, je compte pas la Coupe du Monde des clubs qui, selon moi, compte comme la saison dernière, mais l'avoir gagné, c'est une réelle réussite. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai regardé mon bilan de la saison dernière, là, juste avant de tourner. J'avais pas parlé de la Coupe du Monde des clubs parce que, en fait, elle était pas encore arrivée. Mais donc, du coup, j'inclus la Coupe du Monde des clubs dans le bilan de l'année dernière, maintenant, à titre posthume, on va dire, même si évidemment, ça se dit pas trop. Mais, du coup, la Coupe du Monde des clubs est une énorme réussite, étant donné qu'on l'a gagnée. Mais je considère que c'est l'année dernière. Donc, ça embellit encore plus la saison dernière qui selon moi était déjà réussie et donc du coup la Coupe du Monde des clubs on la compte pas, mais en dehors de ça on a fait top 8 en Ligue des Champions, on est allé en 8e de finale, on est tombé face à un des deux finalistes. Certes le score a été lourd, voilà, 8-2 en cumulé, c'est énorme. Maintenant est-ce que ça avait parce que quand tu regardes les expected goals, tu vois qu'au final, tu es censé peut-être perdre le match 3-2 en cumulé sur les deux matchs. Le premier match où tu perds 5-2, tu es censé faire match nul. Le match retour, tu es censé faire match nul aussi, mais Paris est devant, je crois, un tout petit peu. Mais dans tous les cas, voilà, tu te fais crucifier sur chacune des occasions que tu prends. Mais au-delà de ça, t'as pas montré que du négatif dans le match. Et puis, de manière générale, la Ligue des Champions, je trouve, a été plutôt correcte. T'as une victoire contre Naples, t'as une victoire contre le Barça. T'as une défaite très encourageante contre le Bayern, donc vraiment t'as pas du tout été mauvais. Voilà, on a vu des choses positives en Ligue des Champions et je considère que la Ligue des Champions est réussie, en tout cas pour Chelsea. Ensuite, au niveau des coupes, j'en avais parlé l'année dernière, c'était le gros point noir de la saison de Maresca, c'était qu'il avait totalement délaissé les coupes nationales. Là, certes, on a eu deux parcours quand même plutôt faciles, on va pas se mentir, on n'a pas affronté de très grosses équipes sur notre chemin et que dès qu'on a affronté une grosse équipe, on s'est fait éliminer, c'est vrai. Mais on a fait demi-finale de Carabao Cup, finale de FA Cup. On a donc fait Wembley 2 fois cette saison. C'est très positif pour le coup. Et au niveau des coupes nationales et de la Ligue des Champions, l'objectif a été largement atteint. Maintenant, le gros problème, et on le sait, c'est la Première Ligue, 10e de PL cette saison, aucune Coupe d'Europe. Et avec la victoire de Crystal Palace hier en Conference League, on en est du coup à 9 clubs anglais qualifiés en Europe l'année prochaine. 9 clubs anglais. Chelsea n'est pas dans les 9, donc voilà, ça en dit long quand même sur la saison des Blues en Première Ligue qui est totalement catastrophique. Et en tout cas, voilà, on a une saison immonde en Première Ligue et une saison réussie, on va dire, dans les coupes. Donc voilà, on attend la même chose en coupe l'année prochaine et un meilleur classement évidemment en Première Ligue, mais ça, on y reviendra. Dans mes objectifs de la saison 2026-2027, ce sera au niveau du mois d'août, mois de septembre à peu près dans ces eaux-là, donc on n'y est pas encore. On va pas perdre plus de temps honnêtement et on va partir sur le classement les amis. J'ai tout simplement classé 21 joueurs, il faut avoir joué à minima 1000 minutes pour être éligible. Donc ceux qui ne sont pas éligibles sont du coup Levi Colwill qui n'a joué que à la fin de saison, Romeo Lavia, on a qui d'autre, Marc Gouillou. Et du coup les petits jeunes qui sont montés en fin de saison, les Jesse Derry, les Shumaira Ameka, Reggie Walsh, Ryan Kavuma McQueen, etc., etc. Et il y a Dario Essogo aussi, que j'ai pas dit mais qui n'est pas éligible non plus. Il n'a fait que 5 matchs cette saison. Du coup ça nous laisse 21 joueurs à classer et à la 21e place, celui qui clôt le débat. Et évidemment je pense qu'il n'y a pas de débat possible. C'est de très loin, enfin pas de très loin, mais c'est le pire joueur
de Chelsea cette saison. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait exactement le même système que l'année dernière pour ceux qui étaient déjà là. Si tu es en dessous de la moyenne, je te mets dans une zone rouge. On a ensuite une zone blanche pour ceux qui ont la moyenne jusqu'au top 11. Et ensuite, le top 10 en bleu. Et après, le podium, voilà, vous connaissez déjà. Et donc, du coup, celui qui vient fermer ce classement à la 21e place, c'est Liam Delap. Évidemment, Liam Delap qui nous a sorti une saison immonde, mais immonde, la saison de Liam Delap, qui du coup termine de mon côté avec mon classement à 4,32. Donc 4,32 c'est très très faible, hein, on se le dise. C'est je pense quasiment all time. Je crois que Badiachil sur la saison Pochettino est à 4,18, mais je crois que c'est un record, hein. 4,32, il n'y a que lui. Voilà, 41 matchs joués cette saison, 1609 minutes. Je crois qu'il a une quinzaine de titularisations pour 2 buts, 3 passes D. 2 buts, 3 passes D en 41 matchs où il est rentré ou alors il a joué. C'est immonde. Voilà, c'est un numéro 9, 5 goal assists. 5. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, Marc Gouillou, 530 minutes jouées, donc 1100 de moins, c'est 4 goal assists. 4 goal assists en 500 minutes. Delap, c'est 5 goal assists en 1600 minutes. Voilà. Donc immonde Liam Delap qui du coup termine 21e et c'est totalement mérité. On est d'accord. On passe à la 20e place. Voilà, je vais aller très vite honnêtement sur le bas de tableau. 20e place les amis, Benoît Badiachil, 4,36 pour lui et une saison où il aura joué 16 matchs, 1070 minutes. Donc voilà, il a vraiment tout pile le temps de jeu qu'il faut pour être éligible. Et il est tout en bas évidemment, juste devant Delap évidemment, mais quand même à la 20e place. À la 19e place, un joueur qui m'a beaucoup déçu cette saison, c'est Philippe Jorgensen, qui avait fait une belle saison l'année dernière, honnêtement. Pas non plus dingue, mais une saison relativement correcte. Et cette saison, je l'ai trouvé mais nul. Mais nul. Déjà, on va se le dire, Jorgensen, sur chacun de ses matchs, il a été mauvais. Mais en plus de ça, Jorgensen, selon moi, c'est celui qui tue la saison de Chelsea. C'est celui qui tue la saison. En fait, son match face au PSG, sur le 5-2, là, au Parc, c'est ce match-là qui, selon moi, a fait basculer la saison de Chelsea dans quelque chose de surréaliste derrière, où tu te demandes, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un club qui, à mi-saison, est à 4 défaites en Première Ligue, finisse à 14 défaites sur la fin de saison? Tu te demandes comment c'est possible. C'est ce match face au PSG, c'est cette boulette de Jorgensen qui, selon moi, a vraiment tout fait chuter, tout le château de cartes de Chelsea de la saison. Tout s'est envoyé en lambeaux, je sais pas, j'ai pas le mot exact, envoyé en fumée, vous pourrez ça comme vous voulez. En tout cas, pour moi, c'est à cause de lui. C'est il est 19e, 4,48. Il a joué 12 matchs cette saison pour 17 buts encaissés et un seul clean sheet. Voilà, donc évidemment, il est tout en bas, les amis, avec 4,48. Et enfin, on termine la zone rouge par Uncle Tozin qui termine 18e, 4,99. Il a pas la moyenne, hein, à 0,01 près, mais il n'a pas la moyenne. Je l'ai trouvé très très mauvais cette saison, Tozin. Je l'avais trouvé bien meilleur l'année dernière. En tout cas, sa fin de saison dernière nous donnait du positif. Voilà, nous disait peut-être que au final il peut être intéressant. Mais cette saison non. Cette saison il a été très très nul. Et Tozin cette saison, c'est 29 matchs joués pour 2 buts et 0 passe D, 1649 minutes. Et 4,99 pour lui, c'est le dernier joueur de la zone rouge. Et du coup la zone rouge elle est complétée. Delap 21e, Badiachil 20e, Jorgensen 19e, Tozin 18e. On passe à la zone blanche, donc là c'est les joueurs qui ont la moyenne. Et à la 17e place, beaucoup de gens l'attendaient beaucoup plus bas, je pense. Je pense qu'avec Delap, c'est celui qui a le pire high test de la saison. C'est évidemment Garnacho qui est 17e, 5,04. Et là je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Du coup, pourquoi 5,04 pour Alejandro Garnacho? C'est très simple. En Première Ligue, il a été immonde, c'est vrai. Mais ses performances en coupe, ses performances en Ligue des Champions, malheureusement, j'allais dire, pour vous dire à quel point, moi ça me fait du mal de lui mettre la moyenne, mais il a eu des matchs intéressants. Il a eu des matchs intéressants cette saison, Alejandro Garnacho, qui font que il grappille quelques petits points à gauche à droite et qu'il a la moyenne. Voilà, c'est juste pour ça, parce qu'évidemment en Première Ligue il a été très très mauvais. Je crois qu'il a mis qu'un seul but en PL ou deux, je sais plus, mais je crois qu'il a mis qu'un seul but. Mais au final, quand tu regardes sa saison, on est sur 2155 minutes jouées et sur 12 goal assists, 8 buts, 4 passes décisives. C'est pas nul.
c'est pas nul, honnêtement. Le temps de jeu pondéré au nombre de minutes, et quand tu regardes le nombre de GA, franchement, c'est ok. C'est ok de fou. En fait, le problème de Garnacho, c'est que certes, il a mis des buts. Il a fait des passes D, mais dans le jeu, il est très très nul. Mais il a quand même ces quelques stats qui lui sauvent un peu sa saison, je trouve. Donc voilà, il a tout pile la moyenne, 5,04. Et il est 17ème. À la 16e place, on retrouve Jamie Gittens, les amis. Oui, je sais, vous avez oublié qu'il était au club, moi aussi. En même temps, il n'a plus joué depuis belle lurette, hein, le bon vieux Gittens. Au final, c'est à peine plus de 1000 minutes, c'est 1100 minutes jouées et 1 but, 4 passes D pour Jamie Gittens qui n'a pas fait une bonne saison, acheté très cher cet été. On en attend beaucoup plus pour la saison prochaine. S'il est au club, évidemment, je pense que je ne vais pas spoiler le mercato parfait, mais c'est possible qu'il soit plus là. Voilà. À la 15e place, on retrouve Malo Gusto. Encore une fois, saison décevante de Malo Gusto, 5,22. Saison très très décevante. L'année dernière, on avait une excuse avec Gusto. On a dit oui, c'est Maresca, il le fait jouer au milieu de terrain, c'est pas son poste, il le bride, c'est normal qu'il soit pas au niveau, etc. On a vu sous Pochettino, blablabla. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a retrouvé son niveau, il a retrouvé l'endroit du terrain où on voulait qu'il soit. C'est-à-dire qu'il est sur son côté, il prend la profondeur et il attaque. C'était comme ça qu'il jouait sous Pochettino. Et même maintenant, alors qu'il joue dans des meilleures conditions, il est pas bon. Voilà, il est pas bon. Défensivement, je le trouve moyen, pour pas dire nul. Selon moi, il est vraiment sur une pente descendante à Chelsea. J'ai pu regarder vite fait ses notes avant de lancer ce bilan-là. Il avait eu 6,88 pour la saison sous Pochettino, que j'avais pas encore élu à ce moment-là parce que j'avais pas encore eu l'idée du Young Player of the Year, mais il aurait gagné le Young Player of the Year, tout simplement, Malo Gusto cette année-là. La saison d'après, il finit à 5,63 sous Maresca, et là il est à 5,22. On a vraiment une descente aux enfers pour Malo Gusto, et ça fait peur, ça fait vraiment peur, et j'en attends évidemment beaucoup plus. On passe à la 14e place, les amis, avec Wesley Fofana, qui est là, saison pas réussie pour le joueur français, qui termine à 5,89. Un début de saison très réussi avec Chalobah à côté de lui, de Wesley. Wesley se blesse peut-être vers décembre, et quand il revient jusqu'à la fin de saison, il est plus fit. On voit qu'il est plus fit et il termine la saison par un carton rouge. Donc je pense que c'est la pire manière de finir ta saison. Est-ce qu'il sera encore un joueur de Chelsea l'année prochaine? On ne sait pas, on verra. Mais dans tous les cas, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué la saison de Fofana. C'est très moyen. En fait, le truc, c'est que vu qu'il n'a pas énormément joué non plus, je vais vous montrer. Il a quand même pas mal joué en fait. Il est où? Il a joué 2718 minutes, 38 matchs joués. Donc ça, c'est très positif pour le coup. Il a pu beaucoup jouer. Les blessures l'ont un peu laissé tranquille cette saison. Mais il a quand même eu une blessure qui a un peu tout ruiné, qui lui a mis du temps derrière pour se remettre en jambes. Et c'est un moment où il a enchaîné les matchs catastrophiques. Et puis derrière, tu as la série noire un peu de Chelsea, où pendant 2 mois, il n'y a pas de buts qui sont marqués, etc. Bref, voilà, c'est très compliqué. Mais dans tous les cas, il est 14e, Wesley Fofana, avec 5,89. On passe à la 13e place, et je pense que là, c'est la plus grosse déception de cette vidéo. Franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de le voir là. Marc Cucurella, qui est 13e, 6,34, les amis. C'est par rapport à la saison dernière, c'est le jour et la nuit pour Cucurella. Je l'ai trouvé méconnaissable Cucurella cette saison. Je pense qu'il est fatigué, il a trop de temps de jeu. Là, il a la Coupe du Monde en plus. Je pense que la saison prochaine va être mieux pour lui. J'espère en tout cas, mais cette saison est à oublier, je pense, même si c'est pas une mauvaise saison. 6,34, ça reste quand même une saison correcte. Pour Cucurella. Mais je trouve ça dommage. 6,34 pour vous dire même la vérité, 6,34. Je trouve qu'on a quand même 13 joueurs, mais après il y en a 2 qui on peut enlever, on peut les enlever, on va dire 11 joueurs. T'as quand même 11 joueurs qui ont fait une saison, on va dire correcte, mais donc du coup forcément, ou alors t'as des joueurs qui ont moins joué et qui du coup sont devant lui. Mais quand tu regardes au final la note de Cucurella, tu te rends compte que s'il avait fait la même saison la saison dernière, il serait plus haut au classement que cette année. Donc c'est à dire quand même que
Certes, on a fait une saison pas réussie du tout, voilà, on va se le dire. Mais on va dire que individuellement, certains joueurs se sont quand même plutôt bien sortis. On passe à la 12e place et on trouve Jorel Lato, les amis, 6,48 pour lui. Il a commencé très très mauvais, voilà, très très mauvais son départ. On se rappelle son premier match contre Brentford où Maresca le lance simplement dans le rôle de Cucurella et ça lui va pas du tout. Ouais, vraiment ça lui va pas du tout. Et derrière, bon bah sur la fin de saison, j'ai senti un Hato qui vraiment monte en grade vraiment et enchaîne les grosses prestats et je pense qu'il sera titulaire la saison prochaine parce que il a vraiment montré de très très bonnes choses et évidemment son 6,48 il a pondéré à son temps de jeu qui est pas très très élevé. Jorel Lato c'est 2000 minutes cette saison donc c'est pour ça qu'il a des meilleures notes que certains mais voilà on va pas se mentir. C'est une bonne saison de Jorel Lato par rapport aux attentes qu'on avait de lui au départ. C'est sa première année en PL. Voilà, on ne pouvait pas s'attendre à directement avoir un cador du championnat, non. Mais on a quand même un bon joueur, un bon petit joueur et ça fait plaisir de le voir là. À la 11e place aux portes du top 10, c'est la deuxième plus grosse déception, je pense. C'est Cole Palmer qui est là 11e, les amis. 11e. Sur l'année où il arrive, il est premier, donc Player of the Year des Football Garden Awards. Il termine 4e l'année dernière du classement et cette année 11e. C'est une littérale descente aux enfers pour Cole Palmer qui termine la saison à 6,57 sur 10. C'est une saison... Pour on va dire, comment on appelle ça, pour les attentes qu'on avait sur Cole Palmer, pour le statut qu'il a, c'est une saison pour moi qui n'est pas réussie. Quand tu connais son niveau, c'est une saison qui n'est pas réussie. Je pense que il finit à 10 buts en première ligue, tu vois, par exemple. Et on va pas se mentir, je pense que si c'est pas Palmer et que c'est à peu près n'importe quel autre joueur offensif au poste de Palmer qui fait la saison de Palmer, on dit que c'est une saison correcte. Mais vu que c'est Cole Palmer, on dit que c'est une saison ratée parce qu'on connaît Cole Palmer et on sait à quel point il est fort en fait. On sait à quel point il est fort et à quel point il nous a ébloui, notamment sur la saison Pochettino. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en attend beaucoup plus de lui. Et c'est pour ça qu'une 11e place pour Cole Palmer, c'est une hérésie. C'est une hérésie quand tu regardes parce que c'est probablement intrinsèquement le meilleur joueur de l'effectif, peut-être le deuxième, troisième si on compte les Estevao, Enzo Fernandez, Caicedo. Enfin, on est dans ce gratin-là pour Cole Palmer normalement. Et là, il est 11e. Il est 11e. Là, il est au coude à coude avec Hato et Cucurella. Enfin, Cucurella, je l'aime beaucoup, mais Palmer est censé être le joueur star de l'effectif. Et actuellement, il ne l'est absolument pas. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour Cole Palmer qui termine 11e, même pas dans la zone bleue. On rentre dans la zone bleue, on va aller un peu plus vite. Avec du coup Achimpong qui est 10e, 6,59 pour lui, 0,02 points de plus que Cole Palmer. Voilà, Achimpong qui avait été élu Young Player of the Year, on rappelle, la saison dernière. Il n'avait pas énormément joué, mais en Conference League, il m'avait vraiment impressionné. Donc voilà, il avait eu ce petit award. Et cette saison, il fait top 10. C'est mérité. J'attends de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? On ne sait pas du tout. Donc du coup, voilà, Achimpong. Je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant, qui peut jouer défenseur droit, qui peut jouer défenseur central. Donc voilà, c'est vraiment... quelque chose qui peut être vraiment intéressant, défense à 3, central droit, peut-être en doubleur de Reece James, peut-être, moi voilà, je pose des idées, je pense que ça peut être intéressant, en tout cas, ouais, je pense que ça peut vraiment être un très très bon joueur l'année prochaine qui pourrait monter vraiment encore plus en puissance, sachant que cette saison, il a joué 1300 minutes et que sur ces 1300 minutes, on a vraiment senti un joueur ultra intéressant qui, selon moi, a pas été assez utilisé. Quand tu voyais le niveau des défenseurs cette saison, le fait de ne pas avoir titularisé Achimpong plus souvent, je trouve ça scandaleux. Voilà, scandaleux, que ce soit Maresca ou Rosseigneur, les deux n'ont pas fait jouer suffisamment Achimpong selon moi. Mais voilà, une saison réussie pour le jeune prince Josh Achimpong. Top 9 les amis, André Santos. André Santos, 43 matchs joués, 2415 minutes, 3 buts, 4 passes décisives. Voilà, on attendait de voir une saison un petit peu plus fournie pour André Santos après son prêt extraordinaire, on rappelle, à Strasbourg l'année dernière. Voilà, on en attendait beaucoup d'André Santos, en tout cas moi personnellement j'en attendais beaucoup. Je vais pas dire que je suis déçu, je pense que la saison est satisfaisante pour lui, c'est un joueur de rotation, on n'attendait pas énormément plus. Il a beaucoup joué sur Rosseigneur, mais sur Rosseigneur on a été très mauvais, donc forcément on a une image très négative de son temps de jeu, mais je trouve ça vraiment ok. Je trouve ça vraiment ok. Sa saison, selon moi, est plus que satisfaisante. Je dirais pas jusqu'à réussie, même si en vrai 6,63,
on s'approche déjà d'une saison réussie. Je pense que c'est à partir vraiment de la place juste au-dessus de lui que je considère que la saison est réussie. Mais voilà, lui, individuellement, je l'ai trouvé intéressant. Voilà, je trouvé intéressant. Et je pense que l'année prochaine, s'il a un peu plus de temps de jeu sous Xabi Alonso, on va voir. Peut-être, ou alors s'il part en prêt et qu'il va s'affirmer un peu plus ailleurs, je pense qu'on aurait vraiment un joueur de très bon calibre avec André Santos, qui a énormément de potentiel, on le sait, évidemment. À la 8e place, les amis, donc comme je vous l'ai dit, là, les 8 joueurs dont je vais parler, c'est 8 joueurs qui, selon moi, ont réussi leur saison. Et à la 8e place, on retrouve Pedro Neto, qui, selon moi, est très injustement critiqué par la fanbase. Honnêtement, je vois des trucs sur Pedro Neto des fois. Alors oui, il a beaucoup été... frustrant par moment. Voilà, il y a des moments où moi aussi il m'a beaucoup frustré, Pedro Neto, des moments où il prend la balle et juste il court quoi, il a la tête dans le guidon et il court, il regarde pas autour de lui, mais quand tu regardes l'apport même statistique de Pedro Neto cette saison, c'est 20 goal assists. C'est 20 goal assists. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 joueurs qui ont plus de goal assists que Pedro Neto cette saison. 10 buts, 10 passes D, c'est le seul à avoir fait double 10. Le seul joueur de Chelsea a fait double 10 cette saison. 10 buts, 10 passes D. Il claque sa 10e passe D de la saison pour Cole Palmer sur la J38 contre Sunderland. 20 goal assists pour Pedro Neto qui fait une saison, selon moi, réussie. 6,83. On a un petit gap, 0,2 points déjà entre Santos et Pedro Neto. Pedro Neto a fait une saison qui, selon moi, est largement réussi. Voilà. Elle pourrait être beaucoup mieux, évidemment, parce que 6,83, c'est pas une note de dingue, ça pourrait être beaucoup plus, mais tu as senti quand même que le mec fait une grosse saison. Il fait une saison réussie, voilà. Et il y a des moments où il est exceptionnel, je pense au début de saison, où Pedro Neto est très très bon. Il a eu évidemment cette phase où il était un peu moins bon, mais voilà, au final, il s'est toujours retombé sur ses pattes, et on a eu un joueur qui au final fait 20 goal assists. Moi déjà faire 20 goal assists, je peux pas dire que la saison est ratée alors que le joueur fait 20 goal assists. 20 goal assists. Genre, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est 10 buts, 10 passes D? C'est un apport statistique qui est ultra intéressant et tu peux pas dire que sa saison est ratée déjà juste avec ça. Juste avec ça, tu peux pas dire que la saison est ratée. À la limite, tu peux dire que la saison est moyenne, mais tu peux pas dire que la saison est ratée parce que déjà 20 goal assists, ça ne peut pas être une saison ratée. Et même au-delà des statistiques, je le trouve intéressant. Défensivement, il fait les efforts. Offensivement, il fait les efforts. Il court beaucoup. C'est un joueur qu'on peut pas lui enlever ça. On ne peut pas lui enlever ça. Maintenant, il pourrait partir cet été et je serais pas contre le fait qu'il parte parce qu'on a du Kwenda, etc. qui arrive. Moi, ça me dérangerait pas qu'il parte. Surtout s'il y a un gros billet. Maintenant, s'il part pas, je serais pas déçu. Pedro Neto, ça reste un très bon joueur qui, depuis qu'il est arrivé, est très intéressant. L'année dernière, il avait fait 7e, 6,35 de note. Là, il est du coup 8e, 6,83. Même en perdant une place, il a une meilleure note. Voilà. On passe à la 7e place et on retrouve Robert Sanchez qui a fait un début de saison canon. Voilà. 6 premiers mois où pour moi, c'est dans la discussion pour être le meilleur gardien de Première Ligue avec Raya. Et ensuite, il a fait 5 mois où il est beaucoup moins bon et où Chelsea est beaucoup moins bon de manière générale. Mais lui, individuellement, je trouve pas très mauvais. Tu vois, c'est le genre de match où, certes, on perd, mais c'est des matchs où il a fait des arrêts. C'est des matchs où il a fait des arrêts. Et vous savez, c'est un peu un gardien poster, Robert Sanchez. Il aime bien faire des arrêts de fou, etc. Mais ouais, non, j'ai beaucoup aimé sa saison. Personnellement, individuellement, j'ai beaucoup aimé sa saison. Et je pense qu'il mériterait d'être numéro 1 encore l'année prochaine. Je pense, parce que Penders la pousse fort, honnêtement, avec une belle saison à Strasbourg. On va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Est-ce qu'il va être titulaire, est-ce qu'il va être remplaçant, on verra. Mais dans tous les cas, je considère que si ça, c'est sa dernière saison en tant que titulaire à Chelsea, je pense qu'il a rendu de très bons services sur cette dernière saison. Je l'ai beaucoup critiqué, à juste titre évidemment, mais je l'ai beaucoup critiqué, notamment sur la saison Pochettino et même la saison Maresca l'année dernière. Mais là, cette saison, il est vraiment remonté dans mon estime. Déjà, depuis la Coupe du Monde des clubs, je trouve que c'est un gardien qui clairement fait plus que le boulot. On rentre dans le top 6 les amis avec à la 6e place Trevoh Chalobah qui termine la saison à 6,93 sur 10. Une très bonne saison je trouve de Trevoh Chalobah, le meilleur central du club d'assez loin je pense. Il a été très solide, très régulier aussi. Je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, très intéressant. Un début de saison très réussi. Je me rappelle de son but contre West Ham, là, il fait sa célébration où il monte ses muscles là. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la saison de Chalobah. C'est très positif pour la suite. Je pense qu'il va rester au club. En tout cas, j'espère. Maintenant, est-ce qu'il sera titulaire? Peut-être pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un joueur, quand tu fais appel à lui, il fait toujours le travail. Voilà, il fait toujours le travail. C'est pas le style de joueur qu'on doit critiquer. C'est un joueur qui sort du centre de formation. C'est un mec de chez nous. Donc, c'est aussi ce genre de joueur-là qu'il faut
qu'il faut brosser dans le sens du poil. Et surtout quand il faut une saison comme ça, aux portes du top 5, c'est pour moi ultra mérité. Sachant aussi que cette saison, c'est le central qui a le plus joué, 47 matchs joués, 3722 minutes. C'est énorme, c'est un temps de jeu énorme pour Trevoh Chalobah. Donc voilà, c'est plus que mérité son classement. Il mériterait même d'être une place plus haut. Mais voilà, c'est parce que le mec au-dessus de lui, c'est un mec qui n'a pas beaucoup joué, etc. Mais en tout cas, voilà, Chalobah, 6ème place méritée. On passe au top 5 les amis, et là je pense que vous allez m'insulter parce que le joueur que j'ai mis 5ème, je pense que beaucoup de gens vont mettre beaucoup plus bas parce qu'il n'a pas énormément joué et que quand il a joué il n'a pas toujours été très bon. Mais moi je le mets là parce que je considère que pour une première saison en Europe, c'est une première saison qui est très réussie, très positive. Il a montré de très belles choses, voilà. De très très belles choses. C'est notre ami évidemment Estevao qui en 1600 minutes fait 8 buts, 3 passes D. Donc voilà. Au final quand tu regardes c'est quasi l'apport de Garnacho hein, quand tu regardes pour de vrai, avec 600 minutes de moins certes, mais voilà. C'est pour ça que quand je disais Garnacho tout à l'heure, l'apport statistique etc. qui sauve un peu sa saison, c'est exactement de ça que je parle. Estevao sur le temps de jeu qu'il a eu, je l'ai trouvé ultra intéressant. Ultra intéressant. Je trouve pas que sa saison est extraordinaire. Voilà, mais il a pas de set de notes, 6,98 en jouant que 1600 minutes. Tu te rends compte que c'est pas non plus une saison de dingue. Voilà. Et en jouant que 1600 minutes, si le joueur avait vraiment été bon, il aurait eu 8 de notes. Enfin voilà, si vous avez compris l'idée. C'est évidemment à pondérer au temps de jeu. Je pense que si je devais être réaliste, j'aurais probablement tailladé sa note comme j'avais fait avec Wesley Fofana l'année dernière. Mais pourquoi je l'ai pas fait là? Parce que je considère que Estevao fait une saison qui est une première, on rappelle sa première en Europe, et qui est vraiment une réussite. Une réussite, sachant que tu sais qu'il n'a pas eu de vacances, parce que le mec a fait toute la saison là, de janvier à juin avec Palmeiras, il fait la Coupe du Monde des clubs avec Palmeiras, derrière il signe à Chelsea, il y a la pré-saison avec Chelsea direct, le mec ne s'est pas reposé depuis super longtemps en fait. Donc là, j'attends de voir, avec l'été, etc., il va pouvoir se reposer tranquillement, il n'est pas appelé pour la Coupe du Monde. Donc là, il aura un beau mois et demi, où il sera tranquillement posé, il pourra revenir de sa blessure gentiment, et il va pouvoir nous faire une super saison l'année prochaine, j'en suis sûr. Et voilà, Estevao qui finit 5ème de ce classement. Ça nous laisse un top 4 qui, je pense, est le top 4 de tout le monde. Voilà, du coup, on a Enzo Fernandez, on a Reece James, on a Caicedo et on a João Pedro. Voilà, on a les 4 joueurs qui sont, on va pas dire pour tout le monde, mais quasiment pour tout le monde, les 4 meilleurs joueurs du club. Et on va commencer par ce top 4. Et moi, du coup, dans les 4 ont plus que 7 de notes. C'est les 4 seuls qui ont plus de 7 de notes. Et on commence à la 4ème place avec Moises Caicedo, le Player of the Year 2024-2025, qui termine 4ème en 2025-2026. Une saison moins bonne que l'année dernière pour Caicedo. Tu te rends compte que le mec a quand même baissé un peu en niveau. Je considère que sa première partie de saison est toujours au niveau de 2024-2025. Vraiment, une première partie de saison excellente de Moises Caicedo, mais une deuxième partie de saison vraiment très très moyenne, pour pas dire mauvais, parce que par certains moments c'était vraiment mauvais. On sentait qu'il était vraiment fatigué. Ouais, on sentait qu'il était fatigué, mais vraiment. Là, je pense qu'il va être appelé à la Coupe du Monde. J'ai pas vu la liste de l'Équateur, mais en toute logique, il sera appelé pour la Coupe du Monde. Mais bon, voilà, je pense que là, il finit bien. Il a bien fini la saison, je trouve, sur les 3-4 derniers matchs. Je les trouve intéressants, notamment contre Liverpool. J'ai trouvé vraiment cool contre Liverpool. Je pense que ça va aller dans le sens de la montée, on va dire, et qui va revenir à un très très bon niveau. Mais c'est vrai que voilà, l'année 2026 de Moises Caicedo pour l'instant, elle est un peu difficile, et c'est pour ça qu'il perd des places, parce que je pense qu'il était sur le podium largement à mi-saison. Mais là devant lui, il y a 3 colosses. À la 3ème place, on retrouve Reece James. Reece James qui est extraordinaire. Je crois que c'est on va en parler juste après, mais c'est le joueur, c'est le MIP. C'est le Most Improved Player, celui qui a le plus progressé, c'est pas le bon mot, mais vous avez compris quoi, celui qui a le plus montré de belles choses par rapport à la saison dernière au club. Je l'ai trouvé excellent. Et surtout, il a beaucoup plus joué. Voilà, par exemple, j'ai regardé mon bilan de fin de saison de l'année dernière et j'étais pas surpris, mais en tout cas, j'avais vu que j'avais parlé du coup de Reece James et j'avais dit que c'était cool parce qu'il jouait beaucoup plus. Il a fait 1500 minutes cette saison avec Chelsea, etc. Il jouait un match sur 2. Et là, du coup, je suis parti regarder son nombre de minutes cette saison. Et Reece James cette saison, c'est 2667 minutes. On a donc 1100 minutes de plus que l'année dernière avec Chelsea. C'est ultra positif. Il a été rappelé en plus en sélection anglaise. Là, il est appelé pour la Coupe du Monde. Donc, il a même un peu plus que 2600 minutes toutes complètes confondues parce qu'avec l'Angleterre, il doit avoir peut-être 200-300 minutes dans les pattes. Donc, on est peut-être quasiment à 3000 minutes pour Reece James cette saison.
C'est inespéré, ça va me faire pleurer. C'est inespéré. 2 buts, 6 passes D pour lui. Une saison plus que réussie et il est sur le podium, les amis. L'année dernière, il avait fini 11e. Donc voilà. Et là, cette année, 3e, 7,19. C'est une saison plus que réussie pour le bon vieux Reece James. Et du coup, ça nous laisse 2 joueurs pour cette première place. Qui va être premier? Il reste 2 mecs. Je pense qu'ils sont, on va dire, de manière générale, quasiment pour tout le monde, les 2 meilleurs joueurs du club cette saison. On a d'un côté João Pedro et de l'autre côté Enzo Fernandez. Qui des deux va finir premier, les amis? Et bon, je vais vous faire un peu de suspense, voilà, tout simplement parce que on essaie de vous faire kiffer un peu et la vidéo est déjà un peu longue, je pense, donc on va quand même faire vite. Mais on a du coup, on a eu Cole Palmer, Player of the Year en 2023-2024. On a eu Caicedo, Player of the Year en 2024-2025. Qui va succéder en 2025-2026? Est-ce que ce sera Enzo Fernandez? Est-ce que ce sera João Pedro? Oh. Ah, désolé, je suis fatigué. Bon, la première place, les amis, allez pour João Pedro, voilà. Voilà, non, plus sérieusement, voilà, Enzo Fernandez qui finit 2e, João Pedro qui finit Player of the Year cette saison, une saison de toute manière excellente pour les deux. Je considère que c'est des saisons qui, quand tu vois les notes, les deux ont une meilleure note que Caicedo l'année dernière, donc c'est pour dire le niveau de la saison. Je considère que les deux ont été plus qu'au niveau, clairement, très très bonne saison des deux. 7,36 pour Enzo Fernandez, 7,41 pour João Pedro, ça se joue à pas grand chose. C'est moins serré que l'année dernière où il y avait eu 0,01 point qui séparait Caicedo et Cucurella. Là, il y a 0,05. Mais voilà, João Pedro, j'en attends la même chose l'année prochaine. J'attends la même chose à minima, qui mettent 20 buts pour le club. 20 buts, 0 penalty d'ailleurs. Hein, donc 20 buts, vraiment, voilà. La retournette contre Nottingham Forest, extraordinaire. J'y repense, elle est dingue. Et voilà, et Enzo Fernandez qui termine 2e, 7,36. Est-ce que c'est sa dernière saison à Chelsea? Peut-être. Si c'est le cas, c'est sûrement sa meilleure. Ouais, peut-être la demi-saison sous Potter. Ouais, peut-être la demi-saison sous Potter, pourquoi pas, mais je pense pas qu'il ait atteint ce niveau-là. Cette saison, c'est 15 buts, 7 passes D. Enzo Fernandez, 22 goals assists. Derrière João Pedro, c'est le seul avec plus de 20, enfin avec Pedro Neto. Pedro Neto est à 20, Enzo est à 22, João Pedro est à 26, 20 buts, 6 passes D pour João Pedro. Et voilà, Enzo Fernandez qui termine 2e avec 7,36. Si c'est sa dernière saison, je considère qu'il part sur sa meilleure saison, donc ce serait ok. Et donc du coup, c'est leur délire, le Young Player of the Year. Qui pour accompagner João Pedro, voilà. Il y a 2 ans, c'était Malo Gusto. L'année dernière, c'était Josh Chimpong. Et cette année, le trophée, il est évidemment pour le petit prince de Brésil. Voilà, Estevao, Young Player of the Year, les amis, qui du coup succède à Josh Chimpong. Et voilà, on va faire rapidement, vraiment, pour faire très très vite. Je pense que ça va vraiment prendre 1 minute. Un comparatif par rapport à l'année dernière pour les joueurs qui étaient du coup là déjà au club. On a au niveau des plus grosses pertes par rapport à la saison dernière, Cucurella qui a perdu 11 places, passant du coup de la 2e place l'année dernière à la 13e cette saison. On a également, faut quand même en parler, des 7 places perdues par Cole Palmer, mais c'est je crois pas le pire. Non, voilà, moins 8, on a Fofana moins 8 places, qui passe du coup de la 6e à la 14e place. Et on a ensuite à égalité Cole Palmer et Jorgensen qui tous les deux perdent 7 places. Palmer qui passe de la 4e à la 11e et Jorgensen qui passe de la 12e à la 19e. Voilà, ça c'est les plus grosses pertes en termes de places. Et en termes de points perdus, c'est Jorgensen qui a la pire, moins 1,71 points pour Jorgensen qui passe de 6,19 l'année dernière à 4,48 cette année. C'est une baisse immense, pardon. À moins 1,02 points, c'est Ozil qui passe du coup de 6,01 à 4,99. Et enfin, Cucurella, moins 0,97 points, il passe de 7,31 à 6,34. Une énorme perte également pour Cucurella. Et en termes de montée à l'inverse, le top 3, on a du coup à la 3e place Chalobah qui a gagné 3 places. Il est passé de la 9e à la 6e place et il a gagné 0,64 points, passant du coup de 6,29 l'année dernière à 6,93 cette année. On a ensuite à la 2e place Robert Sanchez qui est passé de 5,97 à 6,87. On a donc une augmentation de 0,90 points par rapport à la saison dernière. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le joueur qui a le plus
plus skyrocket, c'est Reece James qui est passé du coup de 6,23 à 7,19. Il a gagné 8 places, c'est le joueur qui a gagné le plus de places je crois, derrière Sanchez. Voilà, il avait gagné 8 places du coup et il a gagné un total de 0,96 points sur la saison et il passe du coup de la 11e à la 3e place. Ça fait 8 places. Et voilà, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, je me suis trompé. Dans ma tête, je croyais que j'avais 17. C'est bon. Donc du coup voilà, on termine le bilan là-dessus les amis, on se retrouve très bientôt pour le Mercato Parfait, je suis désolé la vidéo est très très longue, je vais essayer de couper au max, on va essayer de descendre à 32, 31 minutes, mais ça va être très long, ça va être très très long, en tout cas je m'en excuse d'avance. Voilà, c'était Bilal de la Chef Football Garden, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt, et la paix sur vous.